Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux personnes qui se sont connectées sur Teams, aux personnes qui sont ici présentes en salle C102 du campus de Villesaneuse et évidemment aux participants de cette table ronde. Comme vous l'avez vu dans le programme qui vous a été envoyé, on a décidé de donner suite au séminaire du 26 septembre où Michel Séjean, ici présent, intervenait à la suite d'une chercheuse spécialisée dans les questions d'approche par compétences, Marianne Foumet. Et aujourd'hui, on poursuit la réflexion avec une table ronde pour commencer où nos aimables collègues Joanne Boitiot de l'UFR des sciences de l'information et de la communication, Catherine de la Fouchardière, qui est IUT de Saint-Denis. Et IUT de Saint-Denis, mais qui intervient aussi dans d'autres formations, y compris généralistes, et Michel Séjean de l'UFR DSPS interviennent. On aura aussi Julie Bouchard, chef de département de technique de commercialisation de l'IUT de Saint-Denis qui viendra. Et l'intérêt d'une telle table ronde, c'est d'avoir plusieurs retours d'expérience sur la mise en place de l'approche par compétences dans des contextes différents, c'est-à-dire IUT, mais aussi formation continue et formation généraliste. Avant cela, on va vous proposer de commencer par une petite activité participative avec un quiz sur Wooclap pour justement aborder les grands axes qui suscitent des questions autour de ce que c'est que l'approche par compétences, puisque nous-mêmes, au sein du comité d'organisation, pour le dire vite, il s'agit à la fois du réseau des référents pédagogiques, du service universitaire de pédagogie, de la direction de la formation, notamment. Il y a déjà eu beaucoup de débats à ce sujet, puis on a eu aussi des retours de la part de différents collègues. Donc, on vous invite à flasher ce code. Je suppose que nos collègues à distance peuvent aussi y avoir accès afin de répondre à 4 grandes questions. L'idée, c'est de flasher ce code et de répondre aux questions qui vont vous être proposées sur les représentations de l'approche par compétences. Et la table ronde permettra d'aborder ces 4 grandes questions et les résultats, et également les résultats, c'est-à-dire en fait ce que vous avez voilà, d'analyser en fait les taux de réponse et de voir ce que ça suscite comme réflexion chez nous. À l'issue de cette table ronde, dans 1 heure environ, après la deuxième pause café, selon le nombre que nous serons, parce que là, on reste en petit comité, nous verrons en combien d'ateliers nous pouvons nous répartir pour continuer ces réflexions-là sous forme d'échange afin de produire en fait des ressources qui pourront nous être utiles parce que si nous organisons cette journée, cette demi-journée, c'est pour accompagner la nouvelle accréditation avec les outils qui peuvent être proposés dans le cadre d'une telle approche. Voilà, j'en dis pas plus puisque ça va être justement l'objet de cette demi-journée. Et donc, je passe la parole à David pour lancer le fameux quiz. Voilà, les réponses arrivent. D'accord. Ah non, je ça. La question ici. Donc, première question, pourquoi s'engager dans la démarche ? Avec 4 propositions de réponse. C'est une injonction ministérielle ou une injonction de la présidence USPN. C'est une démarche qui contribuera à améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. C'est une présentation des contenus de formation conçus pour faciliter la mobilité étudiante. C'est une réforme comme une autre, une de plus. Nous vous demandons de répondre sincèrement. Une seule réponse. Une seule réponse. La question était de quelle proposition ci-dessous vous sentez-vous le plus proche ? On aurait pu les faire classer. Tout à l'heure, en présentant les
les personnes qui interviennent dans la table ronde. J'ai omis de nous présenter, nous. Donc, ici présent, Frédéric Pelletier, nouvelle responsable du service universitaire de pédagogie, David Bernal, ingénieur pédagogique du service universitaire de pédagogie, et moi, je crois que je ne connais pas tout le monde, je suis chargée de mission en innovation pédagogique et pédagogie numérique. Et je m'appelle Judith Maillard. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon, tout le monde a répondu? Il y a 20 participants, 16 réponses. Alors, soit on attend un petit peu, soit on... Ah, voilà, ça arrive. On a la tendance. Ok. Question 2. Alors, deuxième question, l'APC pour tous les contextes de formation, en interrogation. L'APC peut-elle s'appliquer à tous les contextes? Première proposition de réponse, elle est intéressante pour mettre l'accent sur les compétences professionnelles. Donc, plus adaptées aux filières de type sciences et techniques, et plutôt aux filières SHS qui se concentrent sur les connaissances. Elle convient aux formations à petits effectifs car elle demande de fortes adaptations pédagogiques. C'est pourquoi on la retrouve aujourd'hui particulièrement dans les BUT ou les écoles d'ingénieurs en master. C'est une méthode. Elle peut donc s'adapter à tous les contextes de formation où elle nécessite un équipement technique, audiovisuel, numérique dont n'est pas doté JSPR. Le suspense est assez gros. Bon, on a là aussi une tendance, je pense qu'on va passer à la troisième. On a des tendances assez fortes. Oui, intéressant. Elles sont marquées, les réponses. Ouais. Troisième question. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, qu'est-ce qui pourrait empêcher votre implication dans la mise en place de l'APC dans votre composante ou formation? Ça demande trop de temps et cela se ferait au détriment de ma recherche. Ce n'est pas mon rôle de mettre en place un nouveau système pédagogique. Ma mission, c'est d'enseigner ma discipline. Ça me paraît intéressant, mais je n'ai pas les compétences pour adopter cette démarche. Je trouve que réfléchir à cette démarche fait partie de mes missions enseignantes. Et dernière proposition, avant-dernière, si l'institution ne met pas en place un système qui reconnaisse et valorise l'investissement que cela me demandera, je ne m'impliquerai pas. On peut choisir plusieurs réponses. Ah. Et il y avait aussi, je le fais déjà. Il se dénonce. Il y a une personne. C'est vrai que nos participants ici ne votent pas là. Mais c'est vrai que Il y a plus de battle. Oui, il y a ça, effectivement. et ceux qui sont à distance, ils répondent aussi. Oui, Oui. Tu peux vérifier dans le chat que tout le monde a. Oui. Oui, ça a l'air de. On entend et on vote. Ok. Donc Anne, tu arrives pour répondre aux questions. On pose des questions sur les représentations de l'approche par compétences. Pourquoi s'engager dans la démarche? Est-ce que l'APC convient à tous les contextes de formation? Quels sont les points de vigilance? Et on va poser la dernière question. Le manque de réponse, parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est pas adapté à ceux qui ne sont pas enseignants. C'est pas adapté à ceux qui ne sont pas enseignants. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a orienté le quiz. Ok. Bon, on passe peut-être à la suivante. Là, on a. ça continue à répondre. Ah, d'accord. Ah oui, il y a certains collègues qui ne sont pas enseignants. Disons que ces questions-là, on les envisage aussi au niveau d'une équipe pédagogique, c'est-à-dire effectivement les personnes qui accompagnent les enseignants sont aussi partie prenante de la démarche. Question suivante, et dernière question. Question qui porte sur l'évaluation de la démarche. Tout ça pourquoi? Selon vous, quels seraient les impacts ou apports de l'APC sur les étudiants? Donc, des propositions de réponse sur le taux de réussite. Est-ce qu'il est plus élevé? Est-ce que cela permet une meilleure connaissance du champ disciplinaire, une meilleure connaissance de ses capacités personnelles et professionnelles? Est-ce que ça favorise le taux d'insertion professionnelle? Est-ce qu'au contraire, ça participe à une diminution des connaissances du champ disciplinaire?
en cherchant à développer la compétence, cette démarche éloigne trop l'étudiant de l'essentiel de son travail? Est-ce que ça participe à une plus grande motivation de l'étudiant? Est-ce que cela a le désavantage bon, je vais relire l'item tout simplement, une perte d'habitude du travail professionnel, personnel. Est-ce que ça favorise l'implication dans l'apprentissage? Des questions sur la réussite, des questions sur la posture étudiante, des questions sur l'insertion professionnelle, sur la motivation. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Il y a aussi une nette tendance. Donc, on attend encore quelques instants pour que les dernières personnes se prononcent. Bon, je me permets d'expliciter quelque chose qui apparaît très clairement. C'était un de nos doutes. C'est-à-dire, en initiant cette demi-journée, est-ce qu'on allait prêcher que des convaincus? Déjà, les tendances qui sont apportées aux réponses nous confirment ce biais. Bon, au moins, on est au courant. En même temps, on est représentant aussi, pour un certain nombre d'entre nous, de différentes composantes et différents services. Donc, au moins, ça va nous permettre de réfléchir justement aux réticences potentielles. Il y en a aussi ici, mais on voit bien à 90% de réponse 3, ça nous donne déjà des indications. Oui. Voilà, mais que cette demi-journée nous serve quand même à approfondir une réflexion sans tomber dans le piège du consensus non plus. Anne, je t'en prie. Oui, mais justement, moi, je ne suis pas du tout convaincue. Je ne suis pas non plus hostile. En fait, si je viens, c'est aussi parce que je comprends mieux la PC et parce que, au fond, j'aimerais bien être convaincue. Eh bien alors, parce que tout ce qui peut faire progresser les choses, ça m'intéresse, mais je ne peux pas dire, je ne suis peut-être pas la seule, je ne suis pas ni convaincue, je ne viens pas non plus pour sauver la polémique à chaque fois du tout. Mais non, mais au contraire, je trouve que c'est très intéressant. J'ai répondu plutôt positivement parce que j'ai dit à moitié plein en disant j'imagine que grâce à l'APC, ça porte plutôt les étudiants. D'accord. Mais c'est un ressenti. C'est une hypothèse. Voilà, c'est pas du tout une conviction. D'accord, bon, alors merci de formuler aussi. Ça n'est pas la seule non plus à venir avec cette démarche. J'espère. Voilà, j'espère. Parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait une bulle de filtre, comme on dirait sur les réseaux sociaux, avec des gens convaincus, alors que, par exemple, les 3/4 de l'université ne le seraient pas. Et l'idée, c'est pas non plus de prêcher la bonne parole. Enfin, voilà. Mais en tout cas, maintenant qu'on a les réponses à la plupart aux 4 questions, donc on va partir de ces 4 axes pour lancer cette table ronde où ce qu'on vous propose avec Frédéric, c'est de revenir tout simplement sur chacune de ces questions pour les aborder avec donc nos collègues qui ont expérimenté dans des contextes différents la mise en place de l'approche par compétence. Ça vous convient? Donc, Frédéric, il faudrait que David puisse nous afficher le résultat de la première question. Ah oui, ce serait parfait. Pour revenir sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, les questions telles que vous les voyez là, ce sont des éléments de langage qu'on entend parmi nos collègues. Et c'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur ça, de profiter de l'expérience de nos collègues pour avoir une réponse qui soit peut-être plus factuelle et se donner aussi des arguments de dialogue au sein de ces équipes. Alors, à la première question, pourquoi s'engager dans la démarche? Une large majorité nous répond, c'est une démarche qui contribuera à améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. Alors, première question, est-ce que vous voyez comme élément fondamental à l'APC l'insertion professionnelle? Merci. Je me présente brièvement. Je suis Joël Boitiot et j'ai donc expérimenté l'approche par compétences dans le cadre d'Greta. Donc les Greta sont des formations continues qui donc dispensent des formations du secondaire, du CAP et du BTS. Alors, je suis assez surpris, moi, de la réponse parce qu'effectivement, sur l'amélioration de l'insertion professionnelle des étudiants, je pense que la réponse se repose peut-être sur la question des attestations de compétences qu'on fournit
aux diplômés ou aux personnes qui ont suivi une formation. C'est peut-être ça qui a orienté la réponse. Étant donné que ces attestations de compétences sont censées compléter les diplômes, et donc apportent effectivement des données supplémentaires sur les actions que peut réaliser un jeune diplômé. Alors moi, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, parce que je pensais au contraire qu'on accentuerait la question de la lisibilité justement du catalogue de formation et la présentation des contenus, c'est-à-dire à quoi on forme en fait. L'approche par compétences, vous savez que j'ai davantage vécu moi comme une manière de faire vivre les contenus, c'est-à-dire de coordonner des équipes pédagogiques sur des objectifs en commun, justement multidisciplinaires et multitâches, hein, dans un contexte par exemple de mutualisation de disciplines ou de partage d'une même discipline entre plusieurs enseignants, et une manière donc d'organiser les activités en classe. Donc, disons que dans le vécu, ça a été un biais aussi de mon expérience de l'approche par compétences lorsque j'ai mis en place dans la réforme des BTS tertiaires en 2018, étant donné que l'attestation de compétences, qui justement est censée être ce certificat qui atteste de ce que peuvent faire les diplômés dans le monde professionnel, il a en fait avait été en fait simplement un plaquage, hein, des unités d'enseignement sur une attestation de compétences. Hein. Donc c'est-à-dire que moi cet outil, ça a été l'échec en fait de l'expérience que j'ai vécue personnellement. Donc c'est effectivement l'objectif, je pense, national de contribuer à l'insertion professionnelle et à la réhabilité, mais en tout cas dans l'expérience, c'est ce qui a le plus pêché. Peut-être que les collègues ont des expériences plus positives de cette question de l'insertion. Voilà. Le contexte est celui de la réforme du TC qui est donc passée en compétence à la rentrée 2021. Et pour répondre précisément à cette question d'insertion professionnelle, il n'y a pas de lien évident entre l'approche par compétence et une insertion professionnelle. C'est une conséquence bénéfique d'une approche par compétence où l'étudiant va être au centre des apprentissages, va mobiliser à la fois des cours et des situations de projets, de SAI, etc., pour ensuite être capable d'en faire une évaluation lui-même par une pratique réflexive et donc d'arriver au final à savoir mieux démontrer de quoi il est capable, que ça soit pour une entreprise, pour un travail, je dirais, universitaire. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, donc pour répondre à cette question, il y a pas, c'est oui, mais c'est aussi autre chose. Voilà. Donc, Ça ne se réduit pas. ça ne se réduit pas à une insertion professionnelle. Alors, il peut y avoir, et dans le contexte du but, c'est ce qui a été un peu, c'est pour ça qu'il y a eu une petite contestation de cette réforme au départ, puisqu'il fallait que le référentiel de compétences colle aux fiches RNCP. Et donc, évidemment, il fallait faire rentrer les ronds dans des carrés ou les carrés dans les ronds, comme vous préférez. Mais en tout cas, ça n'était pas si évident. Donc, et aussi, alors, peut-être j'anticipe sur... mais cette notion de professionnalisation, souvent, elle est associée avec de la perte de contenu. Moi, en fait, il n'y a aucune des réponses dans lesquelles je me suis vraiment retrouvée, parce qu'il n'y en a aucune qui annonce que l'approche par les compétences, c'est pour l'enseignant aussi. On refait le truc où on est entièrement dévoué vers les étudiants et il n'y a que les étudiants qui nous donnent du sens à notre vie et tout. Moi, en fait, honnêtement, au moment où j'étais obligée de faire l'approche par les compétences à Vannes, mais c'est uniquement mon expérience, soit le cours magistral continuait comme il était, c'est-à-dire avec une dictée d'un PDF et des gens qui transcrivent le PDF sur leurs ordinateurs, et même si l'insertion professionnelle était 100%, moi je changeais de métier. Je ne suis pas intéressée par le taux d'insertion professionnelle pour rester dans mon métier. Je suis intéressée par le fait de m'exprimer pleinement, d'avoir de la créativité, d'avoir de l'expression de moi. C'est ce que j'avais indiqué dans le message d'avant. De la dernière fois que je suis intervenue, pour moi, c'est l'expression de soi et de la créativité. Donc, je ne peux pas être juste un serviteur d'un taux ou d'un même... Je peux que servir si je suis heureux, d'une certaine manière, si je suis pleinement exprimé. Et donc, à partir du moment où le format ne me convenait plus, moi, l'approche par les compétences qu'elle m'a apportée,
c'est la possibilité de me remettre dans mon métier que j'étais sur le point de quitter. Et pourquoi elle m'a apporté ça de manière positive, et là cette fois-ci c'est quand même lié à l'étudiant bien sûr, c'est que pour moi c'était vraiment quelque chose de trop sec de dire que le passage d'un étudiant en droit, ça consiste à apprendre la technique juridique, qui est infinie, puisque de toute manière, il y a tellement de contenu qu'aucune fac avec des journées de 5000 heures pourrait couvrir le contenu juridique, et que jamais il apprend à organiser un événement, alors que quand il va être avocat, il va devoir organiser un événement client. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais levé des fonds pour faire quelque chose. Il n'a appris aucune compétence organisationnelle. Non, il faut qu'il fasse que du cas pratique et du commentaire d'arrêt. Et ça ne correspond pas, c'est juste que ça ne correspond pas à la vie. C'est-à-dire qu'on les prépare mal, en fait, voilà, tout simplement. Ils sont là, ils apprennent les techniques juridiques et ils arrivent après au monde professionnel et on leur dit « T'as fait le flyer de ton cabinet d'avocat ?» Un flyer, non. T'as pas appris ça à la fac? Non, j'ai fait du droit. Mais t'as pas appris à être un professionnel du droit? Non, j'ai appris à faire de la technique juridique. Donc c'est ça qui rendait fou, en fait. À partir du moment où l'approche par les compétences me permet de faire des projets tutorés, c'est-à-dire de transformer mes heures de service en heures qui sont pour grande partie des heures de transmission du contenu, parce que quand même j'ai une spécialité, et pour autre partie des heures d'encadrement de projets dans lesquels les étudiants vont trouver qui ils sont, parce que moi je suis pas intéressée à ce que tous mes étudiants soient juristes, il y en a déjà trop. En revanche, je suis intéressée à ce qu'ils découvrent qui ils sont professionnellement et qu'ils soient meilleurs dans l'orientation. Il n'y a pas de réponse sur l'orientation non plus. Mais moi, je pense que l'approche par les compétences, c'est aussi une question d'orientation. Donc voilà, j'ai pas répondu exactement aux 4 choix proposés, mais pour moi, il y en avait 2 autres qui étaient importants, c'était l'enseignant et l'orientation. Merci. Les questions représentant des déclencheurs justement de dialogue. Donc c'est très intéressant de se dire aussi que l'approche par compétences, qui en parlait des représentations, c'est très nébuleux. Mais en fait, ça peut aussi conduire à mettre en œuvre, légitimer des projets tutorés, même si on peut faire des projets tutorés sans approche par compétences. Et on parle aussi d'orientation sans forcément, bien sûr, recourir à l'approche par compétences. Avant de passer à la deuxième question, il y a quand même 20% des répondants qui ont noté que c'était une injonction ministérielle, voire de la présidence de l'USPN. Là, ça peut intervenir, bien sûr, mais qu'auriez-vous à noter, à indiquer par rapport à ça Moi, je comprends que les gens pensent ça, en fait. À Vannes, s'il n'y avait pas eu ce que je vous avais indiqué la dernière fois, c'est-à-dire le coup près qui fait que soit on se réforme, soit on disparaît, j'aurais pas fait l'approche par les compétences. Je me serais débrouillée pour bluffer que je l'ai fait, parce que la réponse de pourquoi je le fais, elle n'était pas, il y avait pas, enfin, la question de pourquoi je le fais n'avait pas de bonne réponse. S'il n'y avait pas cette situation qui nous faisait potentiellement disparaître si on ne se réformait pas. Donc la chance qu'on a eue à Vannes avant de venir ici, c'est que la réponse de pourquoi on le fait, la question de pourquoi on le fait, elle avait une réponse claire. C'est si on ne le fait pas, on disparaît. Ici, c'est plus difficile. Enfin, il faut inventer une autre réponse qui nous convienne, en fait. Mais ça peut pas être... si on dit que c'est parce que c'est quelque chose qui est imposé, et c'est le cas. Mais c'est imposé? Bah oui, c'est imposé en licence, et après, ça va devenir... Non, c'est pas imposé. Bah si, en licence... non, c'est pas... Fortement recommandé. Ah. C'est une recommandation de l'HCERES. Mais c'est pour ça que c'était important qu'on en parle aujourd'hui, parce que en fait, il y a un flou global. Oui, mais mieux qu'on Bah oui, exactement. Ici, la CV, nous l'avons dit plusieurs Oui. fois, c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé parce que l'HCERES, lors de l'analyse de la dernière maquette, Les évaluations. Voilà, lors des évaluations, a recommandé d'y passer. Et alors, effectivement, il y a c'est compliqué de savoir comment se positionner en tant qu'équipe. Si on considère que c'est à marche forcée. Or, nous, en organisant ça, on voudrait donner du sens à un éventuel choix d'un tel passage, puisque la réalité, c'est que ça n'est pas imposé, vu que il m'a semblé, en tout cas, dans les... Oui, je te donne la parole juste après, mais il m'a semblé, dans les dialogues qu'on a pu avoir
au niveau de la direction de l'information, il y a aussi Julie Bidier qui est là, que en fait, l'idée c'était que ça passait d'abord par les formations volontaires qui souhaitaient vraiment mettre ça en place et que au fur et à mesure du quinquennat, des 5 ans à venir, on pourrait progressivement s'adapter en fonction, avec du sens, on peut l'espérer, en fonction des spécificités de chaque formation. Donc, Isabelle, tu voulais intervenir? Oui, alors c'est pas imposé, mais les fichiers RNCP exigent qu'il y ait des compétences, donc des blocs de compétences qui pour l'instant sont quasiment identiques pour toutes les mentions master, mais le but, ce serait que ces blocs de compétences soient vraiment en adéquation avec les objectifs de la mention des masters. De la même manière, la qualité, les certifications qualité qui s'imposent pour la formation continuité par la voie de l'apprentissage, insiste sur la nécessité de faire apparaître des blocs de compétences et donc de proposer des formations qui reposent sur l'approche par les compétences. Donc, au fur et à mesure, il y a quand même cette exigence qui va s'imposer dans le fonctionnement de l'université. Et le décret du master, quand il a été publié par le ministère de l'Enseignement supérieur, faisait apparaître quand même dès le début cette notion de compétence au moment de la publication des décrets, et donc, au fur et à mesure, ça sera une nécessité. En fait. Alors, il y a Julie qui donc est chargée de la certification et de la qualité. Oui, je tiens un micro. Merci beaucoup, Michel. Tu peux compléter? Oui, je peux absolument compléter. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce que c'est imposé ou recommandé par le HES, parce que le HES nous a évalué sur cette thématique-là. On a également été évalué sur d'autres thématiques, par exemple, tout ce qu'on a mis en place sur l'accompagnement à la réussite. C'est pas parce que c'est imposé, mais nous-mêmes, par exemple, si je prends la thématique de la réussite, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a à avoir, en fait, qu'est-ce qu'on a à gagner si on suit ce qui a été recommandé, par exemple. Donc, c'est pareil pour l'approche par compétence. C'est pas parce que c'est une injonction ou parce qu'il y a une recommandation, mais quelque part, nous-mêmes, dans nos propres pratiques, il y a peut-être quelque chose à gagner par rapport à ça. Parce que ces mêmes injonctions, on les a également sur des autres thématiques. On nous demande de mettre en place, et on a été évalué là-dessus, sur les dispositifs d'accompagnement à la réussite. D'accord. C'est pas parce qu'il y a une injonction, il y a une recommandation, on ne peut pas nous-mêmes trouver finalement, à partir de cette recommandation, de cette injonction, finalement, quelle est notre plus-value en dehors même de l'aspect injonction. Ah, alors il y a des réactions. Laure Fraîche, qui peut témoigner depuis l'IUT, on va te donner la parole tout de suite. Et Nicolas Dard, j'ai en effet répondu, pour moi c'est une injonction mais pas une obligation. Et donc il n'y a aucune urgence à la mettre en place. Je trouve la démarche intéressante pour réfléchir au contenu de nos maquettes. Mais je doute de la faisabilité à l'échelle d'une licence qui brasse plusieurs centaines d'étudiants sans que nous ayons les moyens humains et matériels. Et aussi sans perte de l'approche par connaissance. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Laure. Effectivement, là, c'est un des points qui méritera, à mon avis, d'être discuté tout à l'heure en atelier. C'est l'objet de la question suivante aussi. Exactement. Compétences, connaissances. Compétences, connaissances, on va en parler à la question suivante. Mais peut-être qu'on donne la parole à Laure, si tu peux intervenir depuis l'IUT de Bobigny. Ce qu'on peut peut-être dire en synthèse de cette question, parce que je pense qu'on va revoir certains points dans les autres questions, c'est que s'il y a des incitations à mettre en place cette approche par compétences, on sent aussi dans vos témoignages qu'il y a des éléments de motivation personnelle ou peut-être de motivation d'équipe qui peuvent donner un peu plus de joie et d'entrain au travail à venir. Est-ce que je pourrais faire une synthèse comme ça? Oui, Catherine. Ok. Alors, donc, 4 propositions de réponse. La première qui dit que l'approche est intéressante pour mettre l'accent sur les compétences professionnelles. Elle convient donc aux filières de type sciences et techniques et peu aux filières SHS. Donc là, on est sur l'idée que ce sont des compétences professionnelles qui s'adaptent aux filières techniques. On oppose aux filières sciences humaines et sociales qui s'intéresseraient plus aux connaissances.
Donc, vous voyez que ce sont quand même des phrases qui sont un peu choc qu'on vous a proposées. Qui voudrait faire un commentaire sur... Oui, alors en effet, les réponses 2 et 3 me paraissent pertinentes, en sachant que les réponses 1 et 2 sont en fait des biais de compréhension par rapport aux compétences qui seraient en fait associées uniquement à des compétences professionnelles, c'est-à-dire dans le monde du travail. Alors, ce qu'on peut dire sur le lien entre connaissances et compétences, c'est qu'en fait, effectivement, comme disait Estrella, en fait, les connaissances sont vues dans l'approche par compétences comme des ressources, ce qui peut faire considérer qu'elles sont en fait mises en retrait de l'approche globale. Mais en fait, nous, disons que l'approche par compétences permet de structurer les contenus en action, en fait, hein, c'est-à-dire de faire produire. Donc, il n'y a pas de contradiction dans toutes les disciplines et on produit. Et voilà, que ce soit produire un poster scientifique en littérature, ou produire un compte rendu, ou prendre des notes, tout cela, ce sont des compétences qui n'ont pas de rapport avec des techniques audiovisuelles, comme c'était indiqué dans la question, mais je suis assez d'accord avec la réponse également sur les complications que ça peut apporter en termes de pédagogie. Et effectivement, l'approche par compétences implique qu'on puisse faire un diagnostic des compétences de départ des étudiants, qu'on puisse les suivre et qu'on puisse en évaluer la progression. Donc effectivement, ça demande une armée, un bataillon d'outils et de ressources humaines pour le mettre en place. Et sur les grands cohortes, effectivement, ça demande une réflexion un peu plus poussée. Donc, compétence, c'est une mise en scène aussi de connaissances, c'est pas une opposition. Ça fait vivre les techniques. D'accord. Bonjour, désolée. Non, en tout cas, ce que je voulais simplement dire, donc je précise que j'enseigne en BUT, donc on est déjà passé à l'apprentissage, à l'approche par compétences. Je pense que ce qui est très très important, c'est la rédaction. La réécriture du programme en fonction des compétences. Et par exemple, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, mais j'ai pas le matériel là sous la main, ce serait qu'on puisse vous partager un exemple de compétences de BUT. Et en fait, vous montrer comment, par exemple, pour le BUT métier du multimédia et de l'Internet, 5 grandes compétences ont été retenues pour le programme. Alors, par exemple, la compétence comprendre, c'est un verbe à l'infinitif, mais ensuite, c'est suivi d'un contexte. Donc, comprendre les écosystèmes du numérique, en fait, les acteurs, etc. Donc, c'est tout ce qui va être capable de réaliser un audit. Mais vous comprenez bien que pour réaliser l'audit d'un site Internet, on doit avoir énormément de connaissances en information communication, en théorie de la communication, en informatique, en hébergement, enfin dans plein de disciplines dans lesquelles mes collègues sont tout à fait spécialistes et ne font pas que faire des TP aux étudiants. Ensuite, chaque compétence est décomposée en apprentissage critique et les apprentissages critiques, ce sont des composantes de compétences avec l'idée, à cause du mot critique, que l'étudiant est conscient de la démarche de sa position, il peut s'auto-évaluer et rendre compte de son apprentissage. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi nous l'accompagnons en but ce qu'on appelle le portfolio, mais qu'on a renommé en MMI portefeuille de compétences, qui est un outil grâce auquel l'étudiant s'auto-évalue, s'auto-positionne et rend compte au fil des années d'enseignement de son acquisition progressive des compétences. Voilà, et donc je pense que c'est tout ce travail qui est important. Et alors après, j'ai aucune idée de comment, s'il y a un programme pour les licences, les masters, enfin ça, moi je sais pas du tout si vous avez ce que nous on appelle le PN, programme national, mais je pense que ça passe par là. Il y a un travail préalable à réaliser. Et ensuite, je partage complètement l'avis des collègues qui pratiquent l'approche par compétences. C'est hyper motivant pour travailler en équipe. Ça donne un sens vraiment extraordinaire aux projets qu'on peut réaliser, les projets tutorés, ou nous on va appeler ça des SAE,
des situations d'apprentissage et d'évaluation. Et pour comparer, moi je suis arrivée à l'IUT, donc on mettait en place la réforme pour les premières années, mais les deuxièmes années étaient encore sur l'ancien diplôme, le DUT, et j'ai vu une différence énorme en fait entre les projets tutorés des DUT, où sincèrement parfois je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, je vois pas trop le rapport avec MMI, métier du multimédia et de l'internet. Je voyais que les étudiants avaient fait une démarche de projet qui s'éclatait, mais je voyais pas trop le rapport avec le fond de ce qui fait le département. Et alors qu'avec les SAE, on arrive à les pousser à un niveau incroyable et en projet, et en même temps en étant complètement dans les attendus du programme. Donc c'est très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions pour réagir sur donc l'axe 2, c'est-à-dire peut-être qu'on peut remettre les résultats. Ça reprend la question qui est l'APC et les grands effectifs. Oui, moi, je veux bien compléter la réponse de Johan. Je suis assez d'accord je reviens sur la définition parce que on parle de l'APC. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on s'est pas mis d'accord sur ce qu'on entend par approche par compétence. Donc, voilà, en toute modestie, c'est vrai que dans le travail que j'ai mené avec l'équipe du BUT-TC, on s'est entendu sur la définition de Jacques Tardif, qui est que la compétence, c'est un savoir agir complexe dans une famille de situations et qui mobilise des ressources. Donc, je ne la dis pas exactement bien comme il est bien écrite, mais c'est pour insister sur le fait qu'il n'y a pas opposition entre le cours qui va reposer sur du contenu et puis tout le reste. D'accord? Donc après, moi je rejoins ce qui vient d'être dit par Laure sur le BUT. En BUT-TC, on a 3 compétences, marketing, vente, communication. De la même façon, on a un référentiel de compétences qui est écrit avec un certain nombre d'apprentissages critiques et des situations pour mettre l'étudiant dans des situations authentiques dans lesquelles il va mobiliser et ses cours et tout le reste pour être capable de démontrer ses compétences. Alors, ce que je voulais ajouter comme témoignage, c'est que en BUT-TC, on a travaillé depuis 1 an sur des ateliers réflexifs avec l'équipe d'enseignants volontaires. Et ces ateliers, en fait, avaient pour but de lever les difficultés, d'une part, et d'autre part, de créer un engagement de l'équipe collaboratif. Parce qu'il y a 3 difficultés quand même majeures que je voudrais souligner, et elles sont... c'est pas moi qui les ai inventées, elles existent. Il y a d'une part le changement de l'ingénierie pédagogique. Donc, les maquettes sont différentes. Elles ne sont plus par lieu, mais par bloc de compétences. Donc, ça nécessite des modalités, notamment des modalités d'évaluation différentes. Ensuite, il y a des changements organisationnels, puisqu'il faut réorganiser complètement l'année, planifier, anticiper. Donc, tout ça, c'est nouveau pour les équipes et il faut mettre tout le monde autour de la table. Et ensuite, les conceptions pédagogiques. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on aborde aujourd'hui. Quels sont et pour moi, c'est ça qui me plaît dans le débat qu'on a jusqu'ici, c'est on s'aperçoit que nous n'avons pas tous les mêmes conceptions pédagogiques. Et ça fait partie du travail collectif dans chacune de vos équipes, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par compétence, comment est-ce que au niveau collectif, on va mettre ça en place pour au final tel diplôme et tels étudiants. Donc alors pour répondre finalement sur les effectifs, après ça n'a aucune limite. Enfin, en BUT, là, nous, on a travaillé sur des groupes de 180 étudiants, 160 étudiants. Ce sont des gros effectifs. Donc, la notion de l'effectif, pour moi, n'est pas... Comment tu fais concrètement avec 140 ? Comment assurer le suivi individuel de l'acquisition des compétences quand on a une cohorte Il faut beaucoup de tuteurs. Il faut former beaucoup de tuteurs. Donc, il faut commencer par former des tuteurs, que ces tuteurs deviennent relais et que... Tuteurs étudiants ou enseignants ? Alors, pour l'instant, ça, ce serait mon rêve.
Ça, c'était mon rêve l'année dernière. J'avais dit, le but 3 va être créé, donc les étudiants en but 3 vont tutorer des étudiants. Pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre ça en place. Donc des tuteurs enseignants Donc, des tuteurs enseignants. qui sont relais, donc c'est compris, l'encadrement est financé en référentiel ou c'est compté dans l'enveloppe maquette. Là, je vais donner la parole à ma chef de département qui tient le cordon de la bourse. Quelle transition. Merci et puis désolée encore une fois du retard, je me suis un peu trompée. Oui, en fait, donc je suis Gilles Bouchard et chef du département technique de commercialisation à l'IUT de Saint-Denis et avec Catherine, effectivement, on travaille à l'appropriation de l'approche par compétences depuis maintenant un an et demi au sein du département. Sachant aussi que ce qui a été possible ce pourquoi aussi ça a été possible de le faire, je dirais qu'il y a eu une conjonction effectivement d'éléments. D'abord, effectivement, un cadrage national avec le PN. Ensuite, le fait qu'on ait des relais et des médiateurs comme Catherine qui était préalablement sensible aux questions pédagogiques au point d'en faire un objet de recherche et donc une légitimité au sein du département et une place au sein du département pour entrer en relation avec les collègues sur des sujets qui ne sont pas nécessairement a priori auxquels les collègues ne sont pas sensibles également. Le fait aussi qu'on a conduit aussi cette approche avec un accompagnement au changement aussi nous a aidé, mais on est dans une première année et demie qui est bien peu de choses et tout est assez aussi fragile en fait dans la mise en place et l'appropriation de l'approche par compétences qu'on espère pouvoir prolonger effectivement dans la durée. Pour répondre à la question effectivement des effectifs et de l'encadrement, oui, en fait, on entre les heures de tutorat comme des heures d'enseignement en présentiel et qui sont intégrées en fait dans la maquette. Le problème qu'on a avec les gros effectifs, c'est plutôt effectivement le manque de tuteurs ou la très grande concentration en fait des évaluations et du suivi des étudiants sur un petit nombre de tuteurs qu'on espère voir grandir, mais les choses vont certainement doucement et lentement. Merci beaucoup. On passe peut-être. Oui, je vais juste peut-être un dernier point qui est sur cette question qui était les limites dues aux équipements techniques, donc les visuels numériques. Est-ce que c'est un frein à la mise en place de l'APC que de ne pas avoir d'équipement d'outils techniques? C'est l'une des questions en fait. Mais il y avait 0%, je crois. Il y avait 0%? Oui. Donc, ok, parfait. Alors quand même, si tu peux parler des aspects techniques, merci. Nous, ce qu'on a eu comme problème au Greta, ça a été l'absence en fait de logiciels de suivi pédagogique des compétences, justement. C'est-à-dire que dans notre logique de formaliser auprès de l'équipe pédagogique et des stagiaires de la formation professionnelle, ce qu'on a eu comme problème, c'était d'avoir un outil à leur proposer. Donc ça a mené au bout de 2 ans à l'acquisition d'un logiciel pédagogique plus ou moins similaire à Hyperplanning, qui permettait de suivre les compétences individuellement, un peu comme on a au collège avec le livret numérique de suivi de toutes les scolarités. Donc, du côté technique, moi je vois ce problème-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on formalise et comment est-ce qu'on communique sur cette approche par compétences et qu'on en fait aussi un outil pédagogique pour les bénéficiaires. Après, en termes de vidéoprojecteurs, et je pense que la question portait sur les outils professionnels. Donc là, je pense que mes collègues en UT ont un peu plus de... Alors nous, on a travaillé, merci Geoffroy, avec l'expérimentation d'un outil qui s'appelle Karuta, KAP+. Et donc, on a utilisé l'année dernière une version test qui, de l'avis des étudiants, n'était pas forcément, parce qu'on a ensuite fait une étude de satisfaction, de l'avis des étudiants n'était pas si simple et facile à utiliser, mais je pense que c'était un manque de consignes et de notre part peut-être. Et en revanche, du point de vue des évaluateurs, des enseignants, était très très bien reçu parce que
tous les étudiants peuvent mettre tout sur la même plateforme. Et cette plateforme dit portfolio est développée nationalement dans le cadre du projet à venir Volet ESR. N'est-ce pas, Geoffroy? Voilà. Et j'en profite pour remercier Geoffroy, qui était mon interlocuteur à l'Open Lab sur cet aspect et qui a bien facilité l'évaluation de 350 portfolios, je pense. Anne, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je voulais poser une question, mais avant, je vais peut-être me permettre une petite remarque s'agissant de la question des tuteurs, parce qu'ils sont indispensables. C'est être un peu le nerf de la guerre, parce que ma voisine est enseigne, moi, donc en droit, on a des corps parfois plus de 450. Or, par exemple, on n'a pas du tout un budget pour les tuteurs. Il y avait un budget cette année qui venait, je crois, de la région, sauf que les conditions de recrutement ont fait que nous, on n'a pu recruter personne. Parce qu'en fait, justement, les étudiants et tout ne remplissent pas. En gros, il fallait être chômeur, enfin, donc on ne trouvait pas, voilà, encore pour certaines conditions. Ma question, c'est la suivante, et c'est à vous, madame, que j'ai envie de la poser, enfin, à vous tous. Et comme je suis arrivée en retard, je pensais que ça avait été fait avant, donc je me faisais discrète, mais sur cette notion d'APC, parce que, en fait, c'est quoi vraiment l'approche par compétence? Et je pose la question, notamment avec la notion de BCC. Est-ce que les BCC, c'est l'application de l'APC? Enfin, je veux dire, il se trouve qu'au sein de les blocs de connaissances et de compétences, et au sein de la conférence des doyens des facultés de droit, on travaille là-dessus en ce moment. Je vous remarquez de manière générale. Et franchement, on a vraiment sué sang et eau sur cette notion d'APC. On n'arrivait pas à trouver quelque chose d'hyper précis et consensuel sur la notion. Je ne sais pas si vous pouvez nous en proposer vraiment un vrai service. Alors, quand on parle d'approche de compétences, on est sur une approche centrée étudiant. Et là, ce dont vous parlez, c'est le programme, si j'ai bien compris. Le BCC, c'est l'organisation de la formation du curriculum. Est-ce que j'ai bien compris? Par exemple, en but fait par BCC. Nous, on a ce qu'on appelle un programme national. On y revient. Donc, voilà, un programme national qui développe, entre celui que je connais le mieux, le technique de commercialisation, qui découpe les 3 années du BUT en différents semestres. Donc, il y a 6 semestres, avec pour chacun des semestres les 3 compétences qui sont organisées, chacune découpée en blocs. Oui, en blocs, mais ces blocs sont des sous-compétences, si vous préférez. Oui, le BCC, en fait, c'est la formalisation de l'approche par compétences. Mais c'est un seul des outils. Alors là où je voudrais compléter ma réponse, c'est que quand on parle d'approche par compétences, le référentiel de compétences, c'est-à-dire ce que, BCC ou appelez-le comme vous voulez, c'est la matrice. C'est le contenu écrit de ce que l'étudiant va aborder. Et ensuite, l'approche par compétences va consister à mettre en place des activités donc, qui vont être dans des cours, dans des projets, dans des situations diverses, et qui vont amener l'étudiant à l'apprentissage de compétences. C'est une mise en scène. Il y a un cadre de contenu et une mise en scène d'apprentissage. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des difficultés de changement d'ingénierie pédagogique, parce que c'est un vrai changement de paradigme. C'est un vrai... mais après, tout le monde l'aborde à son rythme et peut-être de façon différente. C'est-à-dire il y a des enseignants qui ne vont pas beaucoup changer leur façon d'enseigner et qui pourtant sauront interroger l'étudiant sur qu'est-ce que tu as fait, décris ce que tu as fait, comment est-ce que tu l'as fait, explique-moi comment tu l'as fait et si c'était à refaire. Ce sont des questions qui permettent à l'étudiant ensuite de prendre conscience des compétences qu'il a développées et de les défendre, de les argumenter dans son portfolio. D'accord? Tout à l'heure, en BUT, on a cette nouvelle outil, je dirais, qui est le portfolio et qui permet à l'étudiant de rendre compte de ses apprentissages, des compétences. Et ça, c'est parce que
je reviens à ce que disait Michel en tout début. C'est quand même toujours très réjouissant, en fin d'année, d'avoir des étudiants qui vous disent « Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai compris ». C'est quand même bien de prendre ce temps. Et donc, c'est une des raisons qui fait que j'ai plus dans l'équipe, on a plus de tuteurs cette année que l'année dernière parce que c'est un travail intéressant d'accompagner les étudiants dans aussi l'expression de ce qu'ils ont appris et des progrès qu'ils ont pu faire. Anne, peut-être si je peux apporter un complément par rapport aux grandes cohortes, mais là ça va être un peu limité au droit, je suis désolée, mais peut-être que vous imaginez un peu comment les études de droit sont faites. On a vraiment des très grands amphis, on a des cours magistraux et on a surtout des travaux dirigés où on a des documents à lire, les étudiants ont des documents à lire, des arrêts à lire qui doivent apprendre à comprendre et à commenter, des cas pratiques à résoudre avec des situations de litige sur lesquelles les étudiants doivent mobiliser des règles juridiques et utiliser un raisonnement juridique pour proposer des solutions. Donc il y a quand même déjà pas mal de choses qui se passent. Et moi, ce que je pense en fait, je pense que le déploiement de l'approche par les compétences, il doit se faire d'abord par les masters pour que les équipes fassent leur savoir-faire sur la question, parce que le master, il est très clairement vers la professionnalisation, que ce soit la professionnalisation académique sur la recherche ou la professionnalisation dans d'autres secteurs, métiers. Et ensuite, pour la licence, c'est pas le même objectif, c'est pas la professionnalisation. Pour nous, les juristes, par exemple, ce serait déjà de verbaliser ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que c'est déjà un changement, rien que l'idée d'exprimer ce qui se passe dans la relation qui fait qu'un chargé de TD enseigne à un étudiant comment résoudre un cas pratique juridique, il y a plein de compétences qui existent déjà, on ne va pas tout bouleverser, et cette approche ne vise pas à tout bouleverser tout le temps, et à tout supprimer ce qu'on faisait avant. C'est pas du tout l'approche. Mais si tu verbalises déjà comment l'étudiant, donc un exemple pour nous, ce sera de dire qu'on doit gérer l'information juridique. On doit d'abord la comprendre, ensuite on doit l'analyser, ensuite on doit communiquer, ensuite on doit en créer. Tu vois, il y a tout un ensemble de choses qu'on fait déjà, et rien que ça, ce serait déjà un bon objectif. Bon objectif. Donc je pense que le déploiement ne répond pas aux mêmes objectifs en master et en licence. Et de ce point de vue-là, en licence, je pense que c'est plus de la verbalisation qu'autre chose. Et alors, si je puis me permettre, à cet égard, le quiz de tout à l'heure, je ne sais pas trop comment le qualifier, il est un tout petit peu trompeur, mais je ne dis pas ça méchamment, parce qu'on a l'impression que c'était plus vers la professionnalisation qu'étaient préorientées les réponses. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on disait dans le livre, c'est qu'en master, on voit très bien, en licence, on était beaucoup moins. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on acquiert des compétences tout de suite, même si c'est vers la professionnalisation disciplinaire. Le quiz, il était aussi fait pour provoquer la discussion à partir des représentations qui pouvaient être en partie infondées, d'ailleurs. Et juste avant de laisser la parole à Julie, je complète ce que disait Michel, c'est-à-dire, je parlais de verbalisation, on peut parler d'explicitation, d'objectifs qui sont déjà existants, effectivement, et que en les écrivant noir sur blanc, ça peut rendre lisible l'offre de formation en vue d'une inscription, par exemple. Donc, je sais que ça, c'est un des enjeux pour l'ensemble de l'université, enfin, des universités même. Et donc, aussi pour les étudiants, pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre, c'est-à-dire savoir vers quoi ils peuvent tendre et qu'est-ce qu'ils acquièrent au fur et à mesure. Ça, c'est valorisant aussi. Et puis, sans tout bouleverser, on peut aussi se dire qu'il y a des compétences qui sont transversales. On en a déjà parlé, évidemment, lorsqu'on parle des questions de posture, de savoir-être, mais aussi tout simplement, par exemple, le rédactionnel, la maîtrise d'une bonne rédaction, ça c'est vraiment aux méthodes universitaires. Ce sont des compétences transversales dans une formation et même au sein de toutes les licences. Et donc, en disant que ce sont des prérequis ou qu'on cherche à acquérir tel niveau, ça pourrait aussi être l'enjeu d'une évaluation commune, par exemple, ou d'établissement de grilles critériques. J'ouvre des pistes comme ça. Évidemment, ça mérite d'être réfléchi dans le cadre d'ateliers ou dans la mise en place, justement, des maquettes réaménagées. Je laisse la parole à Julie. Pour compléter ce que vous dites, Michel et Judith, je ne sais pas si merci. Ah bah, Ok, oui, merci. je sais pas pourquoi, mais ça marche plus. Je l'avais éteint. Et j'ai été formée à la bonne école, c'est-à-dire par
par Catherine, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans cette approche aussi, ça a été non seulement les enseignants sont amenés à expliciter et développer leurs cours différemment et éventuellement de manière plus explicite pour les étudiants, mais la deuxième étape dans l'approche par compétence, et c'est ça, c'est la réflexivité en fait de l'étudiant sur ses apprentissages. Et donc leur enseigner à faire une bonne rédaction, qui un bon communiqué de presse pour la communicologue que je suis, ou autre chose. C'est-à-dire qu'on est amené à les évaluer non seulement, ou à les faire réfléchir non seulement à l'outil qu'ils ont créé, et nous à regarder l'outil qu'ils ont créé, ou leur réalisation, mais aussi leur réflexion sur les démarches qu'ils ont fait, la justification, etc., de ce qu'ils ont entrepris. Et éventuellement aussi, l'autre élément qui est important dans le but, c'est celui de la progression des compétences, 1 année, 2 années, 3 années, à quel niveau ils s'estiment aujourd'hui à un temps T1, à un temps T2 et à un temps T3. Et ça, c'est extrêmement riche en fait de voir les étudiants eux-mêmes expliciter en fait leur apprentissage et faire leur propre bilan. Ça peut être fait dans le cadre des ressources aussi, dans des cours, et dans le cours des SAE, des portfolios, etc. Ça irrigue vraiment tous les différents aspects, idéalement, en fait, d'une formation. Donc, ça amène à une meilleure cohérence aussi du cursus entre enseignants, mieux se comprendre, savoir ce qui est traité d'un espace à un autre. Ça clarifie le contrat d'apprentissage avec l'étudiant, Ouais. Et ça lui donne les moyens d'avoir un retour sur ce qu'il est, donc lui donner un peu plus confiance en lui. Ça va comme résumé. Très bien. Je suis obligée d'accélérer, Merci. passer au volet 3. On a déjà un peu abordé le sujet sur donc les points de vigilance, les précautions avant d'y aller. Qu'est-ce qui vous pourrait empêcher votre implication dans la mise en place? Donc tout ce que vous avez évoqué montre quand même un investissement de temps assez conséquent, de réécriture, de concertation, de constitution de travail en équipe. Est-ce que le temps est un frein important? On le voit pour 24% des réponses. L'idée que ce n'est pas mon rôle de mettre en place un système pédagogique de la sorte. Donc non, on a parmi les réponses des personnes qui pensent que ça fait partie des missions enseignantes. Il y a la question des compétences qui va un peu avec la question d'accompagnement. On a parlé tout à l'heure, peut-être revenir dessus. Et la nécessité de mettre au niveau de l'institution un système qui reconnaisse et valorise l'investissement fourni par les enseignants. Ces réponses vous étonnent? Je pense pas. Non. Alors je ne suis pas du tout surpris de l'absence de réponse positive à la réponse 2. Parce qu'en fait, effectivement, l'approche par compétence, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait déjà. Fixer des objectifs, trouver des activités en correspondant, puis une évaluation qui correspond à ces objectifs, c'est déjà ce qu'on fait au quotidien en tant que pédagogue. Donc ça, ce qui change, c'est ce que disait finalement la collègue, c'est simplement la question de l'amélioration continue rendue possible pour la formation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait au quotidien, l'approche par compétence, mais le formaliser permet ensuite d'améliorer les formations. C'est effectivement ça qui change. Donc les freins, alors que moi j'ai identifié, venaient justement de ce paradoxe-là. Que ce soit en BTS ou lorsque j'ai fait des audits de centres de formation en tant qu'auditeur pour le label Uniforme, ce que j'ai pu entendre, c'est que paradoxalement, comme les enseignants considéraient déjà avoir cette approche par compétence de manière informelle, ils ne voyaient pas l'intérêt de devoir remplir des tableaux, cocher des cases. Donc le gros frein, c'est cette étape-là de la formalisation d'une approche qui est en fait très courante chez nous, en fait de l'approche par compétence au niveau individuel du cours. Donc c'est le frein que j'ai pu remarquer. Le second frein, c'est la tradition de la partition entre blocs généraux et blocs professionnels. Disons que les enseignants en matière générale considéraient que c'était le boulot des intervenants professionnels de mettre en place cette approche-là, alors que la mise en place d'une approche par compétence a justement permis au Greta de casser justement la différence entre blocs généraux et blocs professionnels, parce qu'on s'est rendu compte que finalement les compétences transversales entre les
de sorte de bloc permettait de casser ces blocs et de reconstruire la formation sous un autre angle, sur la base de témoignages d'étudiants qui nous disaient que les cours soi-disant théoriques leur servaient énormément en entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas des modules qui étaient dans les blocs professionnels. Voilà les freins que moi j'identifierais en plus des réponses proposées. Sur la question du temps, la réponse c'est oui, ça prend beaucoup de temps. Pour essayer d'être un peu factuel, Julie a fait référence à un accompagnement. Donc oui, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par un chercheur du LEPS, Paul Kenney, qui a soutenu une thèse sur la conduite du changement vers l'APC. Et donc, les ateliers que j'ai organisés pour former les tuteurs enseignants et pour les étudiants, je les ai conçus avec lui. Donc, et je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire toute seule. Donc, c'est un travail qui doit être fait sur du long terme, en cohérence, et donc, c'est bien d'être accompagné pour cela. Ça, c'est le premier point. On a commencé par une analyse des besoins, c'est-à-dire qu'on a interrogé l'équipe sur quels étaient leurs besoins. Est-ce qu'ils avaient besoin de comprendre l'APC? Est-ce qu'ils avaient besoin d'importance sur les aspects organisationnels, planification, etc. Bien sur la partie ingénierie pédagogique. Et en fait, à partir de là, on a monté des ateliers. Un premier atelier sur comprendre l'APC, donc comprendre ce que c'est, se mettre d'accord. Un deuxième atelier sur le cadrage, toute l'organisation de l'année, la planification des temps, quand est-ce qu'on allait évaluer, comment est-ce qu'on allait évaluer. Et puis enfin, tout l'aspect tutorat, qu'est-ce que c'est qu'être un tuteur, comment est-ce que je vais interroger les étudiants. Et donc, ça a pris l'année dernière, et je dirais que là, on est encore, on refait un atelier, donc on lance la saison 2 des ateliers portfolio pour embarquer des nouvelles personnes et puis renforcer les compétences de l'équipe. Et l'autre chose que je voulais ajouter, on a monté les ateliers de façon à ce que les futurs tuteurs se mettent dans la position de l'étudiant. C'est-à-dire que l'atelier était conçu pour qu'il y ait des productions, qu'il y ait du travail réflexif et que l'enseignant parte de l'atelier en se posant lui-même aussi la question: qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Si c'était à refaire, comment je m'y reprendrais? Donc c'était une sorte de boucle, une boucle pour que l'enseignant se rende compte de ce qu'il demandait à l'étudiant, en fait, dans le cadre du portfolio. Sur le temps que ça vous a demandé, chers collègues, sur les besoins. Et de l'objectif sur le temps. Oui, pardon, je me répète par rapport à la dernière fois, à la dernière intervention que j'ai faite, mais ça peut absolument pas être un collègue en interne qui soit responsable du déploiement de l'approche dans sa composante, parce que ça place le collègue en question dans une situation où il se dit où les autres risquent de le percevoir comme étant supérieur à eux sur le plan pédagogique, or ils sont autant pédagogues que nous. Moi, je pense qu'il faut un accompagnateur externe au début pour donner de la légitimité et que les autres le voient. Et que cet accompagnateur externe, surtout quand on est dans une composante qui n'est pas du tout sensible à cette approche, qui voit beaucoup de peur au début, c'est important d'avoir quelqu'un d'autre qui soit tiers à l'organisation, parce que je pense que sans ça, c'est trop compliqué c'est inutilement compliqué de le faire avec uniquement un collègue en interne. Après, tout le monde est au courant qu'il y a des collègues qui sont plus sensibles à la pédagogie, aux nouveautés pédagogiques que d'autres, ou à des changements d'habitude que d'autres. Tout le monde le sait. C'est jamais un secret. Mais être responsable du déploiement en étant dans la composante, je trouve ça plus difficile, mais c'est mon opinion. Juste réagir à ça, parce que ça paraît peut-être difficile pour notre université d'employer une armée de consultants pour faire ça, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on a les moyens. Mais en fait, le groupe des personnes qui sont très motivées pourrait aussi travailler ensemble intercomposantes
intervenir dans une autre composante, ce qui permettrait aussi de faire université, voilà, d'apprendre à se connaître plus. Et voilà, je parle de quelqu'un de biologie qui vient parler d'approche par compétences en droit. C'est un peu ce qu'on est déjà en train de faire là, en entendant finalement les retours d'expérience des autres composantes. Donc peut-être que ça peut être, sans être complètement externe, ça peut être déjà un peu externe, en tout cas au groupe de classe. Là, dans ce que tu dis, Raphaël, il y a la notion entre la démarche et la méthode, c'est-à-dire il y a l'idée d'avancer ensemble, de s'approprier une démarche, et il y a celle de savoir-faire technique, peut-être, qui serait intéressant dans le cadre d'une approche, d'une intervention extérieure, comme disait Michel. Avons-nous les moyens de mettre en place par nous-mêmes, par notre intelligence collective, une démarche qui tienne la route? Et le temps aussi. Et le temps. Joanne, Sur la question du temps, alors je reviens au sujet de la contrainte, hein. C'est-à-dire que quand on a eu nous, les nouveaux programmes nationaux des BTS, eh bien, on avait quelques mois à peine pour réorganiser notre offre de formation continue. Ce qui a fait qu'on a sélectionné d'abord une équipe pédagogique qui semblait sensible à la question, hein, mais avec, c'est vrai, des moyens assez conséquents. Dans l'organisation des Greta, on a un conseiller en formation continue qui joue le rôle d'ingénieur pédagogique et qui a un portefeuille de 4 ou 5 actions. J'ai été moi en tant que responsable administratif et pédagogique pour une dizaine de groupes. Et puis on a ensuite un coordonnateur pédagogique qui pouvait animer l'équipe pédagogique et qui était expert de la filière. Donc, bien sûr, ces moyens-là, je pense qu'on ne les a pas forcément. Mais on s'est quand même appuyé sur une équipe pilote la première année pour ensuite le développer de manière plus large aux autres actions de formation qui étaient donc un peu bancales les premières années de l'organisation. Sur la question du temps, mais donc ça peut se faire en quelques mois et aussi en misant sur une logique d'outils. Nous, pour assurer les ressources administratives et pédagogiques, on s'est beaucoup appuyé sur la mise en place d'outils concrets. Méthodologique. Voilà, méthodologique. C'est-à-dire avec des progressions pédagogiques papier au départ, que les enseignants remplissaient dans un petit classeur, au format du cahier de texte qu'on a connu quand on était beaucoup plus jeune dans le secondaire. Et ces outils-là, en fait, ont permis de penser progressivement comment est-ce qu'on pouvait mettre en place la démarche. Voilà. Donc une approche très concrète par outil. Je propose de passer, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant, et ça ouvre plein de pistes de réflexion. Mais pour qu'il nous reste du temps justement pour les ateliers, je vous propose de passer au volet 4. Donc l'évaluation de cette démarche, tout ça pourquoi les réponses. Une nette tendance se dégage en faveur d'une meilleure connaissance de ses capacités personnelles et professionnelles dans les réponses des participants, avec quand même aussi une plus grande motivation et en troisième réponse, une plus grande implication dans son apprentissage. Ce qui m'a fait dire tout à l'heure qu'il y avait quand même un biais favorable parmi les participants. Tant mieux, ça finit sur une note d'optimisme pour renchérir et commenter ces résultats. Et puis ensuite, on essaiera de faire une petite pause ultra rapide ou alors juste d'embarquer son café pour ensuite proposer, on n'est pas extrêmement nombreux, mais enfin, on peut peut-être faire quand même 2-3 ateliers par la suite. Alors, que pensez-vous de ces idées qui se dégagent? C'est-à-dire, est-ce que vraiment la démarche qui, comme on l'a dit, demande quand même une réforme de sa façon de faire, beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses de nos collègues? Vous les avez observés, ces résultats? Oui, très bonne indication. Autant qu'auditeur du forum, là aussi, j'ai pu observer des résultats concrets parce qu'on suivait des centres de formation sur des labellisations, puis des suivis de labellisation. Et effectivement, on voyait comment l'approche par compétence permettait ce que disaient tout à l'heure les 3 collègues sur la réflexivité que cette approche permet de mettre en place et réflexivité qui permet donc une amélioration au fil des années, à la fois des cours, parce que les enseignants savent ce qu'ils enseignent à quelle forme. Et donc, c'est un gain de temps, en fait, une fois que c'est mis en place, on gagne du temps sur l'amélioration des formations. On sait que demander aux étudiants quand on leur demande ce qu'ils ont pensé de la formation. C'est vrai, c'est une panoplie d'outils qui peut paraître laborieuse à mettre en place au départ, mais ça offre
Ça offre ensuite une ouverture vraiment sur, ça donne une base sur comment par la suite on va améliorer les actions de formation sur tous les plans. Et ça crée donc cette boucle d'amélioration continue dont parlaient les collègues de JT. J'enchaîne rapidement. Alors sur l'aspect étudiant, j'ajouterais juste que tout ce qui est cité là est quasiment, oui, tout vrai et validé dans la littérature par Marianne Tremay et d'autres auteurs, notamment un meilleur sentiment de contrôlabilité de la part des étudiants parce qu'il a l'impression de mieux comprendre ce qu'on lui demande de faire et donc il est plus impliqué dans sa formation. Ça, voilà. Ensuite, à titre plus local, sur l'équipe, c'est aussi le fait de travailler de façon plus collaborative pour un objet commun renforce aussi la motivation de l'équipe. Voilà, donc le vrai sujet, c'est de réussir à faire venir plus de monde. Et ça, j'ai pas le secret, mais tout de même, c'est une démarche qui intéresse, qui questionne, qui fait progresser et qui fait progresser ensemble. Donc en ça, elle est aussi humainement et professionnellement intéressante. L'approche par les compétences, pour moi, elle se résume à qu'est-ce que l'étudiant sait faire à la fin de mon cours. C'est toujours la question que je me pose plutôt que qu'est-ce qu'il sait à la fin de mon cours. Et une fois que je me pose cette question-là, je peux pas me dire que... Enfin, il faut que je me dise que l'étudiant doit apprendre en faisant. Je voudrais juste vous donner un exemple, sans me prendre pour exemple. C'est deux choses différentes. Je vais vous donner une illustration, mais je ne dis pas qu'elle est exemplaire. Mais simplement, par exemple, là, j'ai 12 heures de cours en droit, pour droit de la cybersécurité. Et mes étudiants ne savent pas ce que c'est que la cybersécurité. Par contre, c'est des bons juristes. Et sur le papier, comme la discipline est nouvelle pour eux, je pourrais très bien parler 12 heures sans m'arrêter. Et je sais qu'ils trouveraient ça probablement intéressant, et ce serait OK pour eux, et personne n'aurait rien à redire. Voilà. Mais l'approche par les compétences m'a permis de penser la chose différemment, et j'aurais pas pu faire cet exercice-là sans avoir été formé à l'approche par les compétences. Et ça consiste à dire... Je dois vous expliquer les concepts fondamentaux de la cybersécurité et du droit de la cybersécurité pendant 1h30 sur les 3 heures. Et ensuite, à chaque séance, pendant les 4 séances qu'on a, vous allez vous mettre en binôme, un binôme qui est tiré au sort sur Internet, donc devant eux, parce que vous devez pouvoir travailler avec des gens que vous n'aimez pas forcément, en fait. Vous n'allez pas vous mettre avec votre copain ou votre copine. Nous, on fait ça tout le temps, on ne travaille pas toujours avec des collègues qu'on aime bien et on est obligé de le faire. Tu regardes pas. Par exemple, aujourd'hui. Mais donc voilà, donc je les tire au sort, ils sont en binôme, et donc pendant l'heure 30 suivante, ils sont en cours, mais c'est parce qu'ils sont 18, donc c'est encore une fois la question des effectifs, mais ils travaillent en binôme, ils doivent à la fin produire un compte-rendu de cyberattaque sur des thèmes particuliers. Et à la dernière séance, c'est eux qui vont faire le cours. Ils vont présenter le résultat de cette cyberattaque qu'ils auront rédigé en un cas d'étude à l'écrit et présenté à l'oral. En fait, c'est eux qui travaillent et ils étaient, enfin, la deuxième heure 30, ils m'ont dit, monsieur, on n'a pas vu le temps passer. Et j'ai rien fait, moi, je les ai juste mis en situation. Et c'est le moment où le temps a passé plus vite. C'était pas le temps où j'ai parlé qui a passé vite. C'est le moment où eux, ils étaient ensemble, mais ça va ensemble. Il y a des connaissances et des compétences. Donc, la première heure 30, je leur parle. C'est indispensable pour pas leur faire réfléchir à partir de zéro. Et la deuxième, ils travaillent en binôme et c'est ça qui a marché. Donc, pour moi, c'est ce qui va me permettre de susciter des vocations. C'est pas dans la liste, mais l'approche par les compétences va susciter des vocations parce que ça va les intéresser beaucoup plus qu'à vous. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant dans la définition élargie de l'approche par compétences, c'est que là, finalement, tu évoques aussi les pédagogies actives. Parce que on peut, et on l'a évoqué tout à l'heure, on peut faire d'autres formes, utiliser d'autres formes de pédagogie sans forcément aller jusqu'à l'évaluation par compétences. Mais l'approche par compétences, comme elle est centrée étudiant, comme tu l'as dit Catherine tout à l'heure, elle invite à revoir ses activités et à ne plus être uniquement dans le transmissif, mais
à mobiliser les étudiants pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur apprentissage. Et effectivement, dès lors qu'ils deviennent acteurs, ils peuvent aboutir aux mêmes apprentissages, à l'acquisition des mêmes types de compétences de connaissances cette fois, que si tu leur avais fait un long cours où ils grattaient et à la fin ils devaient restituer sous forme de réponse à des questions en examen. Et ben là, en fait, ils vont s'approprier ces connaissances par d'autres types d'activités. Et c'est là où ça rejoint la question des pédagogies actives au sens large, des pédagogies de projet entre autres. Et je ne m'étends pas, mais on sait qu'il y a vraiment un éventail de possibilités, et d'ailleurs, dont le transmissif, le cours magistral traditionnel n'est pas exclu complètement. Pas du tout. C'est une forme, un format parmi d'autres. C'est ça. Voilà. Est-ce que nous avons, Julie, tu voulais intervenir aussi? Alors, est-ce qu'on a fait relativement le tour, hein, parce que c'est très vaste. On a commencé. Oui. On a vu l'essentiel des points qu'on voulait soulever, c'est-à-dire un peu tous les éléments de crispation ou les points flous. Et merci pour votre expérience, votre témoignage. On finit la table ronde. Je voulais vous proposer de finir la table ronde par un petit nuage de mots. Vous demander de donner en un mot votre sentiment vis-à-vis de la BC après cette heure et quart passée ensemble. Donc, toujours sur cela, le même. Juste un mot. Juste un mot. Le mot qui nous vient à l'esprit. Ah bah oui, forcément. L'inconnu. Ah, confus. Bon, on n'a pas été très convaincant finalement. Ah, il y a flou, hein. Flou et confus quand même. Chronophage. Ah, il y a une réaction de... J'ai un regard très opérationnel, je ne comprends pas vraiment comment ça va se traduire concrètement, outils mis en œuvre, etc. Ben oui, absolument. Ça fait partie de nos thématiques d'atelier, chers collègues, parce que on a un indique dans la salle. Oui. Alors, je vous explique juste la fin du programme de cette partie-là. Peut-être tu peux reprendre. Nous avons Olivia Lyon qui a fait un micro-couloir, qui est allée interroger les étudiants sur cette notion de compétence à l'université, qui va nous en parler pendant 5 minutes. Puis Christophe qui va nous proposer des ateliers. Et vous voyez quand on a essayé d'être participatif. Et pas uniquement transmissif. Et dynamique. Alors, juste laisser Olivia. Ah, mais tu commences pas les nuages de mots. On te laisse. En fait, ça va. Non, justement, risqué parce qu'en fait, moi, c'était aussi sous forme de nuage de mots, donc ce serait super qu'on mette. Ah, là, je fais confiance à David pour essayer de mettre les deux. David, ça va? Tu restes voilà. On peut mettre celui qu'on vient de réaliser nous et celui qui est issu des commentaires d'étudiants. Alors, je peux faire ça, David? Parce que vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se recoupe pas du tout. C'est-à-dire que, alors, je précise, mais il y a les profs et les étudiants. Alors, je précise tout de suite que le micro-couloir étudiant ne respecte absolument aucune règle de méthodologie d'enquête en sciences sociales. Ça n'a pas de vocation à être représentatif. L'échantillon était ridiculement petit et biaisé, et les mots issus de leurs commentaires aussi, donc c'était pas du tout dans l'idée d'en tirer des conclusions scientifiques, hein, mais c'était plutôt pour alimenter la discussion et voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment. L'idée c'était de leur poser rapidement 2 questions plutôt pour voir à quoi la notion de compétence fait référence pour eux spontanément. Si on les prend pas pendant 1 heure pour leur expliquer notre vision de la PC, pour eux, qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, je vous laisse découvrir un peu les 2 nuages de mots qui en sont issus. Vous voyez que la question de la pédagogie, elle est complètement absente de ces propos que j'ai pu recueillir rapidement, de leurs propos. Et en tout cas, on voit que ça fait pas du tout écho aux mêmes problématiques que celles que nous, on projette en tant qu'enseignants. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas du tout de savoir si nous, on s'éclate en tant qu'enseignants. En fait. Même si moi, Michel, je partage complètement ton point de vue.
Nous, on se demande beaucoup si eux s'intéressent à nos cours, mais eux, ils s'en fichent de savoir si on a du plaisir à être là ou pas. Non, je plaisante parce qu'au fond, ils s'en rendent compte. Hein, surtout, ce qui m'a marqué, c'est le fait que finalement, pour eux, il y a quand même vraiment la question du diplôme, voire des notes, hein, même avant même la question du diplôme, c'est la question des notes, des évaluations, des examens, qui est leur préoccupation immédiate. Et dans un deuxième temps, surtout quand on leur parle de l'avenir, la question du travail, pratiquement personne m'a parlé de choses que nous, on pourrait appeler des compétences transversales, l'adaptabilité, les compétences en termes de communication, etc. Ça ne veut pas forcément dire que ça les intéresse pas, évidemment, mais en tout cas, ils n'identifient pas nécessairement que ça fait partie de ce qu'on essaye de faire avec eux à l'université. Approche par compétence ou pas, d'ailleurs. Hein. Là, c'est même pas la question de l'approche par compétence, c'est vraiment voilà, ce qu'on est en train de faire ensemble dans cet établissement. Et je précise aussi que là, il n'y a aucune distinction des filières dans lesquelles sont inscrits les étudiants qui ont répondu, les quelques étudiants qui ont répondu, parce que je ne voulais pas qu'il y ait une occupation pour eux de se sentir identifiés. Donc, je ne leur ai même pas demandé, vous êtes en but, vous êtes en... Bon, donc bien sûr, il faudrait voir plus finement ça pour avoir des idées. En tout cas, c'était juste peut-être pour lancer les discussions pour la suite des ateliers et se dire aussi, j'étais à deux doigts de le faire parce que là, il y avait des étudiants du dernier pendant tout un moment. Je me suis dit, c'est dommage qu'ils ne viennent pas dans la salle nous donner un peu leur point de vue parce que souvent, on se parle entre nous et malheureusement, on n'a pas beaucoup de leviers pour les associer à cette réflexion dans laquelle ils sont pourtant, bien sûr, centraux. Voilà, c'était juste. Merci Olivia. Bravo. On enchaîne peut-être directement avec les propositions d'ateliers qui ont été conçues déjà au moment de l'organisation, mais Christophe, référent pédagogique, a mis en œuvre une adaptation des thématiques au fur et à mesure de cette table ronde. Vous restez sur Onclave, mais vous allez vous connecter à un autre questionnaire. Donc, soit vous flashez le QR code qui est à gauche, soit vous vous connectez avec le code SUPAPC, ou alors vous flashez le QR code qui est à gauche. Donc, juste pendant ce temps-là, on constate que à l'issue de la table ronde, il y a quand même un consensus autour de l'idée de collaboration, de stimulation de pédagogie, mais quand même aussi des réactions perplexe, hein. Il y a eu le terme de perplexité, encore de la confusion, encore du flou. Donc, on espère que là, ce qu'on fait aujourd'hui permet de défricher le terrain. On va continuer là, pendant le temps qui nous reste, en atelier, mais c'est sûr que c'est une réflexion au long cours et il faut qu'on s'acculture à cette notion très vaste. On peut avoir des partis pris au départ, mais est-ce qu'il y a une définition commune qu'on va finir par adopter, sous quels critères? Est-ce qu'on est d'accord déjà? Effectivement, la notion de définitoire et peut-être aussi de formulation de besoins d'accompagnement. Oui, absolument. Oui, donc, alors là, vous voyez donc projeter les thématiques des ateliers qui avaient été réfléchis par le groupe. Donc, quels sont les sujets qui pourraient être intéressants de discuter après cette table ronde? Alors, suite aux discussions, moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est de se positionner sur les ateliers numéro 2. Comment évaluer une compétence? Notamment, il y avait la question de comment évaluer une compétence en grand groupe, enfin, en pratique, comment mettre ça en place. La question des tuteurs, du portfolio, des travaux en binôme, etc. Il me semblerait aussi intéressant, au vu notamment du nuage de peau avec flou inconnu, la question de la définition de l'APC, ça c'est revenu quand même, de se mettre d'accord sur l'atelier 5. C'est l'atelier 5, qu'est-ce que l'APC? C'est quand même un point de départ important, je pense, de se mettre bien d'accord sur une définition claire de ce qu'on met derrière l'APC. Et puis, l'atelier numéro 6, donc identifier les différentes étapes permettant de s'engager dans l'APC en fonction de son point de départ. Ça, c'est aussi, ça fait référence à la question de l'accompagnement, l'ingénierie pédagogique, du temps nécessaire pour mettre ça en place.
de l'accompagnement et de la prise en compte aussi au niveau de l'institution, la reconnaissance par l'institution de cet investissement. Donc, ce que je vous propose, donc c'est ce qui me semble ressortir un peu des centres. Ça va se faire en présentiel, hein, parce que ça va être compliqué de le faire avec nos collègues à distance, sauf s'il y a un groupe qui reste ici et que des collègues connectés veulent. Ah oui, bonne idée. Ouais, bonne idée. Est-ce que les personnes qui sont à distance, vous voudriez faire un atelier online? Alors, répondez dans le chat. Oui. Ouais, c'est Laure, vous m'entendez à Bobigny? Donc finalement, on est 4 et en fait, on se dit, parce que là, on essaye d'écouter la visio tous les 4, mais c'est pas très confortable en fait. Donc on se dit qu'on va peut-être plutôt discuter entre nous et qu'on participera ensuite, mais sinon, on a peur de que ce soit pas très spontané de suivre en ligne un atelier, si ça vous dérange pas. Ouais, très bien. Donc un atelier à Bobigny. Ouais. Et puis après, il y a d'autres personnes comme Sarah, Karen, Sarah Pelletier, Sarah Lagati, Cathy, Monia, qui, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un atelier aussi en ligne entre vous, enfin sur un de ces thèmes ou autre chose. Ça peut être des questions parallèles. Alors, on peut peut-être un vote pour voir un peu comment les gens s'orientent sur les ateliers. Donc, en choisissant entre l'atelier numéro 2, le 5 ou 6. Et donc, on laisse. Et on va voir s'il y a un des ateliers qui émerge ou deux ateliers qui émergent. On laisse tomber le 1 et le 4. Bah, c'est ce que je vous propose. Il ne faut pas se disperser parce qu'on est une vingtaine. On va partir là-dessus. Oui, puis on a déjà mis à notre collègue. Donc là, vous allez pouvoir répondre, enfin, moi je positionner. Donc, atelier 2, atelier 5 ou bien atelier 6. Donc, allez-y, faites votre choix. Ah, c'est sur Booklab aussi. Ah, c'est sur Booklab, oui, vous faites le choix dans votre tête. Et ensuite, on aimerait bien avoir. Voilà. Bien sûr. Donc, nous avons 2 personnes pour l'atelier 2, l'atelier 6, 5 personnes. Ça te fait bien. Ok, on est 22, mais alors 22, il y a des distanciels, donc on doit être 16 distanciels. Ok, l'atelier 6 se remplit. Ah, il y a l'atelier 4. Alors, vous avez le droit aussi de choisir un atelier qui n'a pas été suggéré. Donc là, pour l'instant, il y a une seule personne dans l'atelier 4. Vous risquez d'être tout seul, mais bon, il faudra se repositionner dans un second temps. Alors, ok, l'atelier 6 se remplit. L'atelier 2, il y a 2 personnes. On va tous se retrouver dans le même atelier. Ok, oula, l'atelier 6, ok. Mais quel succès, Michel! Ça, c'est le charisme. C'était marqué sous réserve. Hein. C'est le seul atelier, c'était marqué sous réserve. T'as pas le choix, là. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui veulent savoir quelle est la définition, mais ils ne s'inscrivent pas. Ils ont peur. Ouais. Alors, il manque quand même, tout le monde n'est pas inscrit. Là, on est à 12, 12 sur 20. participants sur 23 et on n'est plus 12 dans la salle. Atelier 2 et 4 se regroupent et l'atelier 6. Alors, donc pour l'animation, atelier 2, 4, Raphaël ou Catherine. Ou les deux? Et tous les deux, voilà. Quelques mots peut-être pour faire une restitution aussi fidèle que possible sur l'atelier numéro 6 qui a été consacré à la question opérationnelle, c'est-à-dire comment est-ce que je commence l'approche par les compétences, quel est le point de départ à mettre en œuvre concrètement pour avancer. D'abord, je voulais remercier les participants à cet atelier et c'était un très bel atelier. Je pense qu'il aurait pu durer bien plus longtemps encore et qu'on continue d'y développer beaucoup de choses. On a parlé de choses opérationnelles pour indiquer que il me semble qu'on était assez d'accord sur le fait que ce qui est important, c'est d'avoir une vraie volonté politique dans chaque composante qui va mettre en œuvre l'approche par les compétences et que la volonté politique, elle doit partir du doyen ou l'équivalent de doyen s'il n'y a pas toujours de doyen. Voilà, du directeur, du FR. Que
c'est sans doute plus simple de commencer, si c'est possible, par ceux qui exercent la même discipline. Si on est en droit, sciences éco, gestion, c'est peut-être plus facile de commencer le déploiement en droit ou en sciences éco ou en gestion, mais pas commencer à mettre les problèmes de difficultés de dialogue interdisciplinaire alors qu'on n'a même pas commencé l'approche. Ensuite, la volonté politique, donc ça c'est la première brique qu'on a identifiée. Deuxièmement, il y a des briques très opérationnelles, où on entre dans le dur. C'est-à-dire que la volonté politique, c'est de dire on y va dans cette approche par les compétences, en droit, par exemple. Ensuite, on invite tout le monde à 3 réunions qui sont prévues, 3 ou 4 réunions qui sont prévues très à l'avance. Ça peut être en fin d'année universitaire pour l'année universitaire suivante, d'avoir sur toute une année des dates qui sont des séances plénières. Plénière voulant dire que tout le monde est invité, mais pas forcément que tout le monde va venir. Accepter que tout le monde ne va pas venir. Identifier un noyau dur de personnes qui viennent spontanément avec entrain. Les laisser travailler si besoin, enfin si possible, s'il y a des financements, parce que la volonté politique, c'est aussi des financements, je pense, pour matérialiser cette volonté. Se payer un formateur et se payer aussi un lieu pour 3 ou 4 réunions en dehors de l'UFR pour se décentrer, pour pouvoir réfléchir un peu mieux pendant toute une journée, avec pour objectif, par exemple, si on part sur l'idée de 3 séances, d'abord d'avoir une conversation un peu générale sur la pédagogie, peut-être de cartographier ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas dans chacune des matières. Ensuite, dans une deuxième séance, de scénariser, mais ça c'est un coach qui nous l'apprend, c'est quelqu'un d'extérieur qui nous l'apprend, scénariser un cours. Scénariser, ça veut dire que si on dit à la fin de mon cours, les étudiants savent faire, ok, très bien, mais après si on dit il y a 10 séances pour le faire, qu'est-ce que tu fais à ta séance numéro 1, à ta séance numéro 2, à ta séance numéro 3, donc une sorte de rétro-planning. Ça s'apprend, c'est de la méthode. Troisième idée de séance, évaluer les compétences qu'on a promis de développer, parce qu'une compétence, si elle n'est pas évaluée, bah, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc apprendre des diversités d'évaluation, si bien qu'à la fin d'une année, on a pu, avec un noyau dur, mettre en place, sur 3 réunions prévues bien à l'avance, avec une volonté politique et des financements qui vont avec, un début de changement de conversation qui est celui de faire entrer des activités là où avant il n'y avait que des cours. J'ajoute qu'il y a eu des réflexions très intéressantes sur... alors, David, je vais utiliser mes mots, mais j'ai perçu de certains dans l'atelier qu'il y avait la difficulté de sentir qu'on a besoin toujours de se mettre en conformité. Par une approche, par les compétences, dites-moi ce que c'est, dites-moi comment il faut que je l'organise, je vais essayer de faire mon mieux pour cocher toutes les cases, et un jour, peut-être, les cases seront remplies, et j'aurai fini l'approche par les compétences, mais ça ne va pas arriver. Parce que c'est pas, je pense, une démarche de conformité. On ne peut pas se mettre en conformité alors qu'on veut être libre. C'est plutôt une nouvelle conversation collective qui va rendre complètement évident le fait de parler de pédagogie entre nous. Alors que pour le moment, on parle de nos disciplines. Et donc, on commence à faire entrer dans nos habitudes de vie professionnelle le fait de parler de pédagogie, alors que d'habitude, on parlait de nos disciplines et de nos problèmes de RH, ce qui est aussi totalement légitime. Et pour moi, l'approche par les compétences n'est pas une mise en conformité, même si le ministère veut qu'on rende des documents à telle et telle date. Moi, je prétends qu'il faut rendre au ministère ce qu'il nous demande, même si on n'a pas totalement fait, c'est pas grave. Mais que par contre, on ne peut pas aller plus vite que la musique et que si on transforme l'approche par les compétences en une mise en conformité, on va perdre complètement l'âme qu'on cherche à toujours vivifier pour faire notre travail avec amour. Et sur ce dernier mot, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais à ma réunion tout à l'heure. Facile, bien sûr, Michel. On peut commencer avec l'amour. Et Laure, ouais, Laure, je vais lui laisser l'autre difficile tâche de suivre Michel.
Alors nous à Bobigny, donc on s'est retrouvés, on était Marilyn Pourcelot et moi-même les deux co-animatrices du petit atelier. Et on met la caméra, mais bon, je suis toute de travail, voilà. Et on a eu deux enseignants et une ingénieure pédagogique qui sont venus se joindre à nous de l'UFR SMBH. Donc Marilyn et moi, je précise qu'on enseigne toutes les deux à l'IUT, donc on est déjà passé à l'APC et puis nos collègues venaient se renseigner avec beaucoup de curiosité. Et en fait, ce qu'on a identifié, ça rejoint beaucoup ce que Michel vient de dire. Il faut effectivement qu'il y ait une volonté politique et quand même le problème des ressources humaines, il est assez important ici à Bobigny parce que dans l'UFR SMBH, il y a énormément d'intervenants. Donc des équipes pédagogiques avec beaucoup de personnes qui ne sont pas des permanentes et c'est peut-être plus compliqué de s'organiser pour travailler ensemble, faire des réunions où tout le monde peut venir. Donc on est assez d'accord là sur cette idée de financement et quand même aussi de ressources humaines. Et sinon on a aussi pensé, et ça Michel l'a moins dit, alors peut-être parce que ce serait intéressant de voir dans le détail comment vous avez transcrit en UFR de droit le programme en compétences par rapport à ce qui a été fait pour les buts. Mais c'est vrai que nous, pour les buts, le PN, c'est un peu notre Bible et on a vraiment, on sait que ça a pris des années d'ACD, des assemblées de chefs de département et ça a été vraiment un travail énorme de changer un programme qui était construit par UE en programme par compétences. Et on pense quand même que c'est un des gros jalons de réécrire le programme. Voilà. Merci beaucoup. Michel n'est pas là, donc il ne peut pas te répondre. Oui, je sais, mais on pourra poursuivre la discussion. Voilà, mais merci, c'est super que vous ayez pu mener cet atelier également. Et Raphaël, on est super contents. On a vraiment cru que ça allait capoter, puis en fait, voilà, ça a très bien marché. Des compétences, on a commencé par la compétence qui consiste à prendre des notes de manière collective. Donc, on a fait un format PAD que vous allez retrouver si vous le souhaitez. Et donc, on a d'abord parlé de pourquoi évaluer. La discussion était assez riche, on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc, pourquoi évaluer? Donc, on a abordé plusieurs questions. Je passe en fait, directement peut-être à la dernière partie. On a parlé d'évaluation, finalement d'évaluation par compétence, en prenant différents exemples, essayant un peu de partager des outils communs et des challenges. Donc, je ne suis pas du tout clair. Je ne sais pas si. Ouais, vas-y. Je suis fatiguée. Merci parce que tu as tout donné dans l'animation de cet atelier. Alors, je vais peut-être, vous compléterez, mais on a reparlé de l'intérêt d'une évaluation, que ce ne soit pas une évaluation de sanction, mais qu'il y ait vraiment l'accompagnement d'une progression. Donc avec l'idée d'avoir des évaluations diagnostiques, formatives, sommatives, une prise de conscience de la part des étudiants, donc l'explicitation des objectifs, la question de l'alignement pédagogique, comment évaluer les compétences transversales, on peut se donner des outils collectifs entre enseignants d'une même formation mais qui n'ont pas les mêmes cours, donc ça peut passer par plusieurs étapes d'évaluation d'un cours à l'autre ou alors des mises en commun, ce qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire avec un projet commun et des évaluations de certains aspects de ce projet, si je résume bien. Et puis, on a passé du temps à parler du feedback, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est pas juste tu as réussi, tu as raté ou pas, mais Raphaël, tu nous donnais l'exemple justement de la Grande-Bretagne où c'est un aspect très important de la qualité, de la satisfaction vis-à-vis d'une formation, c'est-à-dire est-ce qu'on a des outils, du temps
pour faire un feedback aux étudiants, soit à l'écrit, soit dans le cadre de soutenance, enfin individuellement, collectivement, par étapes, etc. Ça a donné aussi lieu, cet exemple-là, à un tour d'horizon de nos expériences respectives et de ce qui est mis en place selon les formations et même au sein d'une même composante, comment on bricole aussi, avec les maquettes pour pouvoir dégager du temps, parce que c'est du temps. Comment, avec des grandes cohortes, on va évaluer, est-ce qu'on fait des classiques rédactions, dissertations, ce qui permet d'évaluer la rédaction, ou bien des exemples donnés par Catherine et Christophe qui vont faire réaliser une banque de questions aux étudiants qui vont être utilisées en examen. Et on évalue déjà leur capacité à formuler des questions. Donc, ça fait gagner du temps, ça mutualise les questions qui doivent être adaptées à ce qu'on est censé acquérir comme compétences. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je sais pas mal, je peux. Ouais, comme ça. Mais je crois qu'on avait déjà fait pas mal ce tour d'horizon-là. Et donc, la grille critériée, on a fini par ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que pour permettre aux étudiants de suivre leur propre progression, d'une part, voir quand on a, par exemple, des soutenances et que les spectateurs suivent écoutent ce qui se passe et deviennent acteurs, il faut qu'ils puissent avoir des points de référence pour dire, là, en fait, la grille critériée, c'est est-ce que par rapport à tel objectif, je me situe dans une... je satisfais justement aux critères qui sont répartis par tranche, par pourcentage, hein, c'est ce que tu nous montrais, peut-être que tu l'as. Oui, bon, qu'importe, mais on pourra les exemples que tu as envoyés étaient vraiment très parlants. Et on a fini là-dessus, c'est-à-dire le temps qu'il faut consacrer à préparer la grille de compétences. D'ailleurs, cette question du temps, c'est aussi le temps qu'on consacre à préparer des banques de questions ou des examens super précis. Ça fait gagner du temps ensuite en correction. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de préparation. Et on a aussi parlé de l'auto-évaluation, c'est-à-dire est-ce que les étudiants doivent s'approprier ces outils-là pour voir en quoi ça tombe pas du ciel, réussi ou raté, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent intérioriser pour savoir comment eux-mêmes ils vont progressivement s'approprier ces fameuses compétences. Je crois que c'était à peu près ça. Actuellement, comme vous voyez, les outils ont vraiment beaucoup de directions différentes. Et en tout cas, moi, ce que je disais à un moment dans la discussion, c'est que pour moi, en tout cas, l'évaluation, c'est un outil pour que l'étudiant apprenne. Et finalement, tout le reste de la discussion découle de là. C'est-à-dire que si on veut que l'étudiant ait appris des compétences, que ce soit en communication, que ce soit en études de marché, que ce soit en écriture, etc., du coup, il faut qu'on réfléchisse à l'évaluation qui va forcer l'étudiant à acquérir ce type de compétences et qui va nous permettre de l'évaluer aussi. Mais dans les deux sens, vraiment. Et peut-être le seul aspect qu'on a commencé à aborder, que tu n'as pas mentionné, qui est l'étudiant lui-même comme évaluateur. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. On a commencé plus à aborder, mais je pense que ça peut être un outil pour dégager du temps, même si au départ, ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Mais aussi, c'est vraiment un outil d'apprentissage pour l'étudiant d'évaluer son propre travail et d'évaluer le travail des autres. Voilà. Donc là, un peu comme l'autre atelier, on aurait pu continuer longtemps et c'est vraiment juste pour donner des broussaillages. Merci à tous. Merci. Moi, ce que je retiens quand même, ce qui a été dit à plusieurs reprises, qui font probablement de votre atelier, c'est il nous faut ce cadrage institutionnel, un cadrage appuyé à peut-être différentes échelles. Hein, on a parlé des doyens, oui. Des doyens, des directeurs de En tout cas, on a une réunion, c'est prévu le 21 novembre avec Christine Vogal et Olivier Houdard pour leur faire remonter. Bon, ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais peut-être que ça va nous permettre à nous de synthétiser. Oui, on va vraiment s'appuyer sur les idées qui sont sorties aujourd'hui pour faire remonter cette nécessité de
de ce besoin d'affirmation de volonté politique qui s'accompagne de besoins budgétaires, on en a parlé, et de temps. Et de sens, parce que dans la lettre de cadrage. Et de planification, je vais rajouter. Voilà. D'accord. Alors, exact. Et ensuite, il y a l'idée de besoin d'accompagnement. Et c'est là que je pense qu'on aurait peut-être besoin du et après. C'est-à-dire relever déjà les besoins identifiés, voir quelle forme d'accompagnement on peut mettre en place et à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau individuel, sur des aspects pédagogiques? Est-ce que c'est au niveau collectif, sur des aspects plutôt d'ingénierie de formation? Je crois qu'on a un certain nombre d'éléments identifiés un peu aujourd'hui ou identifiables à nous faire remonter pour avancer dans cet accompagnement, notamment en ce qui concerne le SUP. Oui, et par rapport, donc là, on était quand même pas mal de personnes au moins curieuses, voire déjà convaincues, mais il reste encore à voir ce qu'il en est pour les personnes méfiantes, voire carrément hostiles. Il y a un certain nombre de collègues, j'ai remarqué, qui vont déjà mettre en place la pédagogie de projet, réfléchir à de la transversalité, etc., mais qui sont gênés par ce qu'ils perçoivent comme une injonction. Donc peut-être que là, les personnes que nous sommes pouvons, d'une manière ou d'une autre, entamer ou nourrir le dialogue au sein des autres. Oui, il y a la question de l'essaimage. Voilà. On voit la conviction qu'il y a pour les personnes qui sont là, ou tout du moins peut-être un regard un peu distancié, mais ouvert au sujet. C'est comment on voit que l'intérêt, c'est aussi d'engager, de mener la réflexion au sein d'équipes pédagogiques. C'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on avance durablement et d'une façon cohérente. Comment on essaime cette envie-là. Je pense que ça sera aussi un sujet abordé avec le réseau des référents pédagogiques. Pour l'instant, je n'ai pas trop de réponse. Je ne sais pas ce que la réponse va venir de vous. On peut, je pense, à partir de ce qui a été fait aujourd'hui, commencer aussi à construire du matériel qui serait peut-être diffusable. Du matériel je pensais, c'est pour ça qu'on vous avait proposé des ateliers sous forme de pédagogie active avec l'idée de produire des tâches, mais construire une fac sur qu'est-ce que l'APC, en partant de, comme on a fait aujourd'hui, de nos idées de représentation et d'y apporter les éléments factuels. Le SUP va s'occuper de centraliser, de mettre en ligne tous ces documents qui peuvent être produits collectivement, de façon aussi à ce que si ces ateliers vous enrichissent, il faut aussi qu'ils servent à l'essaimage, à la communauté. Donc c'est peut-être une chose que j'aimerais qu'on fasse maintenant, si vous êtes d'accord, pas maintenant, dans les semaines à venir, c'est de commencer à faire de notre réflexion des outils simples, opérationnels, transférables et utilisables pour que on ne perde pas non plus notre neurone, les productions de nos neurones. Moi, j'ai l'impression qu'un outil simple dans le sens de, par exemple, pour prendre l'exemple que tu donnais, un atelier qui donnerait une définition de l'APC, pour être franc, je ne vois pas l'intérêt. Parce que les définitions de l'APC, il y en a voilà, à foison. On ne va pas réinventer ce que c'est que l'APC. Moi, ce qui me semble plus intéressant, c'est le partage d'expérience, surtout si il s'accompagne d'une offre de service. Voilà. Moi, Catherine, j'ai l'impression qu'elle a l'air vachement sympa, donc je suis sûr. Elle se Non, mais bon, il y a plein d'autres exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que les petites choses qu'on fait, ou les grandes choses qu'on fait, si on est capable de les décrire, c'est pour ça aussi que je dirais que tu as un petit mot sur ce que tu as fait avec ces sortes de banques de questions qui est vachement intéressante. Moi, je pourrais utiliser la semaine prochaine dans mon cours. Je pense que ça c'est vraiment bien parce que partage de bonnes pratiques avec offre vraiment d'avoir une discussion entre nous parce que du coup, c'est plus efficace. Oui, ça fait des choses qui peuvent se passer, mais c'est autre chose. C'est plus du pratique direct. C'est la réalité d'entre nous, c'est-à-dire qu'effectivement, Raphaël, tu vas t'inspirer des idées qui vont être énoncées aujourd'hui, mais il faut aussi que ça serve à être visible au-delà du réseau, et surtout que ce soit peut-être une accroche
facile pour dire, tiens, finalement, la PC, ça peut peut-être m'aider. Ouais. Pas seulement la PC, mais au moins, tiens, penser à certains éléments de pédagogie, se centrer sur l'étudiant, etc., sans forcément dire qu'on a une approche lourde sur la PC. Et puis là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que si tu te mets pas d'accord au niveau de l'équipe sur les conceptions pédagogiques, ça va exploser très vite. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi entièrement, mais au niveau d'une UFR. C'est pour ça que je suis content que Eric soit là. C'est la taille. Voilà. Je suis content, mais non, mais c'est vrai. Et je pense que vraiment, d'ailleurs, si j'ai un regret pour cet après-midi, c'est que j'étais très content d'être dans le workshop où j'étais, mais j'étais pas du tout content de ne pas être dans l'autre. Oui. Et voilà. Et l'un des trucs qui m'a dérangé dans ce qu'a dit Michel, enfin, le seul truc à pas dire, c'est cette idée de commencer par discipline. Parce que pour moi, c'est complètement contradictoire. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Enfin, j'ai peut-être mal compris, mais on commence à faire la PC dans certaines disciplines. Au niveau de la licence, c'est quelque chose qui m'inquiète. C'est quelque chose qui m'inquiète parce que je vois très bien qu'on pourrait faire un peu d'un petit truc. On pourrait commencer à avoir un petit cours de compétences sur le côté, mais de perdre du coup l'aspect de on travaille ensemble à travers les disciplines. Quand tu parlais de discipline, c'était des grandes disciplines au niveau d'un UFR. Oui. C'est comme pour nous, SLDH, où il y a plusieurs. Exactement, c'est ce qui m'inquiète. Départements. Oui, c'est plutôt au niveau département que discipline. Mais si on va comme ça, imagine dans 5 ans, il y aurait des UFR qui seraient totalement avancés dans leur approche par compétences et d'autres. Donc, ça donnerait une université où les étudiants qui choisiraient une formation n'auraient pas accès aux mêmes ingénierie de formation, modalités pédagogiques. Et au final, certains seraient capables de monter un portfolio, de défendre, d'implémenter leurs compétences, et d'autres pas du tout. Mais là, il y a Julie qui est là. Je pense que c'est ce qui va quand même se passer dans l'intervalle entre maintenant et dans 5 ans. Presque. Comment Ça forme inévitable. C'est la transition. C'est l'émulation qui va arriver. Après, on a des espaces, je pense ce recours qu'il va commencer sur la transition ça peut être un bon sujet de transversalité qui justement aussi peut être décrispant parce qu'on ne parle pas de discipline ou pas de contenu et pas d'idéologie c'est pas forcément lié à sa discipline. C'est pas décrispant comme sujet. Tout va bien. Alors, est-ce que on clôt la séance est-ce que les personnes qui souhaitent rester discuter restent discuter, mais vu qu'il est 17h20, on voit que ça ouvre plein de pistes au lieu d'enfermer, ce qui est très bien parce que c'est quelque chose qui est censé être transitoire et qu'on continue cette conversation ultérieurement. Il y a des personnes qui sont venues qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'à présent. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'équipe Teams service universitaire de pédagogie ou à nous envoyer un mail, Frédéric, moi, Christine Bogal, et on vous ajoute, comme ça on continue la réflexion ensemble. Et vous vouliez ajouter? Moi, je voulais juste dire que, en fait, c'est très bien, c'était court. Et ce qui ressort, je pense, c'est que finalement, beaucoup d'entre nous sont déjà en pratique des pédagogies. Donc, est-ce que ça ne serait pas possible de faire pas un après-midi, mais plutôt une journée, un peu comme proposait aussi Michel, pour inviter tout le monde ou en faire un retour d'expérience. Mais l'expérience, c'est pas forcément l'approche par compétence, mais c'est plus large, c'est-à-dire, parce que finalement, on se rend compte, quand on écoute les uns les autres, qu'on fait déjà pas mal. Et du coup, ça peut donner des idées, ça peut permettre aussi de voir que finalement, ces gros mots qui peuvent faire peur à un certain nombre de nos collègues, c'est quelque chose qu'en partie on applique déjà et ça permettrait peut-être de faciliter des discussions à l'intérieur de licence, de l'UFR. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus et la grande difficulté, c'est de trouver, déjà une demi-journée c'est difficile et d'ailleurs on est surtout en période des cours,
Donc, trouver les journées entières, c'est le challenge impossible. On a hésité à intituler ça vraiment approche par compétence, ou à faire quelque chose sur la pédagogie en général. Finalement, on avait fait il y a 2 ans un forum ouvert qui durait une longue matinée. Ça s'appelait Mon cours en mieux sur la pédagogie en général. Là, on s'est dit non, mais quand même, c'est la direction, c'est la PC. Donc, ça fait une actualité institutionnelle, là. Mais finalement, comme il paraît que Christine a intitulé son mail Approche, c'était vraiment, on est dans les clous. Il n'y a pas de Éventuellement, je pensais à des plans en fait, qui sont très concrets aussi, peut-être organisés pour monter un programme de formation en APC, par exemple. On a la place du collègue ici, certains ont dit mais comment on fait, on est perdu, la fiche RCP, donc on arrive sur un point de départ, on va prendre l'atelier qui est extrêmement variable, qui n'est pas celui qu'on a connu en unité, qui n'est pas, et qui est celui qu'on connaissait, qui est très différent. Et il me semble qu'autour d'une question concrète comme celle-là, on serait susceptible aussi de construire des choses, peut-être avoir un aperçu de différentes formations, universités, ailleurs, ici, à l'étranger, qui font l'approche par compétence. Ça nous donne donc des formations où les gens s'inscrivent individuellement, parce que les formations qui existent, souvent, c'est « Ah tiens, je vais apprendre à faire du montage audiovisuel » et puis tu décides tout seul, un peu hors calendrier collectif. Donc, on n'a pas lancé de formation parce qu'on se disait les formations, c'est important, mais sous quel format, auprès de qui? Pas de formation, mais de réunion avec un contenu, si on peut préparer, donc un petit colloque, un petit workshop. Voilà. Et en plus, sur cette question qui me semble très préoccupante et justement liée à l'actualité. Et en plus, ça aurait un double objectif qui serait de cartographier, parce que si ça se trouve, on se rendrait compte que dans les UFR, on fait des cours presque identiques, ou en tout cas, et que ça pourrait aussi être une façon de faire un peu plus de lien entre les différentes forteresses que sont les UFR. Ce serait super, donc là, c'est le et après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme événement par la suite. On peut peut-être faire aussi un petit discussion dans l'équipe Teams, continuer à travers un dialogue avec des suggestions de cet ordre-là, des points d'étape.